Bien, bonjour. Bonjour. Alors, je vois que les rangs se vident. Je ne sais pas si c'est le nominalisme qui vous effraie comme ça, ou si c'est les microbes. Alors, on va quand même parler de nominalisme aujourd'hui, en espérant que vous serez plus de deux la prochaine fois. Mais je suis sûr que oui. Je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis, ensuite, on avance. Alors, on s'intéresse, donc vous vous souvenez, on est en train de traiter de ce qu'on appelle le problème des universaux, qui est la question de savoir qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la réalité pour que deux choses parfaitement similaires, on va prendre ces deux stylos-là, pour que deux choses parfaitement similaires puissent être parfaitement similaires. D'accord ? Qu'est-ce qui fait, quels sont les ingrédients qui doivent exister, les éléments, les entités qui doivent exister pour expliquer qu'il y ait des choses qui soient qualitativement identiques. Vous avez deux grandes réponses à cette question. Vous avez la réponse réaliste, qui consiste à dire, mais c'est facile, pour ces deux stylos d'être exactement les mêmes, c'est expliqué par le fait qu'ils partagent un certain nombre de propriétés. Il y a une propriété qui est avoir telle taille, okay, et cette propriété, elle est exemplifiée par ce stylo et par ce stylo. Et en vertu du fait que chacun possède cette propriété, ils se ressemblent. Il y a aussi la propriété d'être rouge qui est exemplifiée par le bouchon de ce stylo et le bouchon de ce stylo. En vertu du fait que chacun exemplifie cette propriété, les deux stylos se ressemblent, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous dites si vous êtes un réaliste des universaux. Vous admettez qu'il y ait des choses qui sont telles que des propriétés qui sont numériquement identiques à travers leurs différentes instances. Vous avez une seule rougeur qui est à plein d'endroits dans le monde, notamment dans ces deux stylos. Vous avez une seule taille de 10 cm qui est exemplifiée à différents endroits dans le monde. D'accord ? Donc grâce aux universaux, vous expliquez l'identité qualitative ou la ressemblance exacte. C'est la même chose ici. Quand on dit que des objets partagent des propriétés, littéralement, ils partagent une propriété. Il y a une seule propriété de rougeur qui est dans différents objets. Alors on voit la puissance explicative de cette proposition métaphysique, mais comme vous le savez maintenant, elle a rapidement fait grincer des dents pour la raison avancée par les nominalistes, qui est que ce type d'entités qui sont capables d'être dans plusieurs objets à la fois, ça paraît très bizarre. Ça paraît rationnellement bizarre, pour commencer. L'ubiquité, ce n'est pas quelque chose qui est commun. On ne peut pas être, nous, dans deux endroits à la fois. Ce serait bien, mais on ne peut pas. Ça, c'est le premier type de doute que suscitent les universaux. Et deuxième type de doute qui est compatible, mais peut-être encore plus prégnant, c'est l'idée que, d'après les nominalistes qui s'opposent à cette théorie, on n'arrive pas à voir ces universaux. D'accord ? Si vous êtes un nominaliste, vous croyez ce que vous voyez, vous pensez que toute connaissance... Pardon, si vous êtes un empiriste, vous croyez ce que vous voyez, vous pensez que toute connaissance dérive de l'expérience, et vous vous dites, ces choses-là qui sont dans plusieurs objets à la fois, moi je ne les vois pas. Si je vous montre ces deux stylos, vous dites, je vois un stylo là, je vois un stylo là, éventuellement je vois du rouge ici, je vois du rouge là, mais je ne vois pas le rouge qui serait à la fois dans les deux stylos. Okay. Donc il y a un doute empiriste sur ces universaux, et les nominalistes, souvent, sont motivés par ce type de souci empiriste. Bien. Alors, maintenant, on s'est intéressé la dernière fois, on commence par étudier le nominalisme, et puis on va, à la fin de cette séance, commencer à parler du réalisme des universaux. On s'est intéressé à différentes formes radicales de nominalisme, et puis on a convenu de s'intéresser dorénavant à des formes plus modérées de nominalisme. Modérées dans quel sens ? C'est-à-dire qu'on admet à partir, pas de maintenant, de la dernière fois déjà, qu'il y a une différence entre les bonnes et les mauvaises classes. D'accord ? Si je mets ces deux stylos ensemble dans une classe, ça c'est un bon classement. Par contre, si je mets ce stylo et mon paquet de mouchoirs dans une classe, ça c'est un moins bon classement. D'accord ? Donc il y a des classes qui sont plus naturelles que d'autres. Le défi pour le nominaliste, ça va être d'expliquer qu'est-ce qui fait que certaines classes sont plus naturelles que d'autres. Certains nominalistes s'arrêtent là, ils disent juste c'est comme ça. Nominaliste des classes primitives, je vous l'ai mentionné, on n'en parle pas. Mais la réponse de la plupart des nominalistes, quand on leur pose cette question-là, des nominalistes modérés, c'est de faire appel à la ressemblance. De dire pourquoi des classes sont meilleures que d'autres ? Parce que ces classes sont unifiées par une relation de ressemblance. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est comment on peut faire appel à la relation de ressemblance pour unifier différentes classes. Puis je vous ai utilisé la métaphore du gardien de boîte de nuit qui doit exclure quelqu'un. Ce qu'on doit faire quand on veut construire une bonne classe, c'est comment est-ce qu'on fait pour exclure le paquet de mouchoirs, okay, ou Giacomo. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qu'on ne veut pas dans la classe. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas le laisser rentrer ?
Et là, le nominaliste joue avec cette relation de ressemblance. Je ne vous refais pas la variété des solutions possibles à l'aide de prototypes, de classes de prototypes, mais on est arrivé à la solution qui est défendue, qui est peut-être en un sens la plus naturelle et qui est défendue aujourd'hui par sans doute le plus grand représentant contemporain du nominalisme de la ressemblance, Rodrigues Pereira, qui dit qu'une classe de ressemblance, c'est une classe qui est telle que chaque objet de la classe ressemble à chaque autre objet de la classe. Donc si on prend un peu de recul maintenant, Rodrigues Pereira, il est nominaliste. Il veut comprendre ce que c'est que la propriété d'être rouge, qui est partagée en apparence par ce capuchon de stylo et l'autre. Qu'est-ce que va dire Rodrigues Pereira? Il va dire, c'est facile. Avoir la propriété d'être rouge, pour ce capuchon de stylo-là, c'est être membre de cette classe maximale de ressemblance qui est définie par des relations de chaque membre à chaque autre membre. Donc, avoir la propriété d'être rouge, c'est être membre de cette énorme classe, qui inclut pas simplement les 4 objets ici, mais qui inclut aussi les capuchons de stylo ici, qui inclut aussi toutes les choses rouges que vous pouvez imaginer, passé, futur, et dans certaines versions du nominalisme possible. C'est ça, être rouge. Tout ce que vous avez à l'arrivée, dans l'ontologie du nominaliste, ce sont des choses, des objets. Des capuchons de stylo, des coquelicots, des coccinelles, des camions de pompiers, etc. Il n'y a pas quelque chose comme des propriétés. Quand on parle de propriété, pour le nominaliste, c'est une façon de parler. Tout ce qu'on veut dire quand on dit quelque chose a une propriété, c'est qu'il est membre d'une classe maximale de ressemblance qui est définie comme ce qu'on vient de dire maintenant. Donc ça, c'est notre théorie qu'on étudie maintenant. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un certain nombre de difficultés, d'objections à cette théorie. Mais avant que j'en vienne aux objections, on en a vu une déjà la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il reste des zones d'ombre sur le problème en général et sur la théorie nominaliste en particulier? Ça va? Bien. Alors, ça, c'est notre théorie, maintenant. Elle a fait l'objet d'un certain nombre d'objections. Il y en a pas mal. On va commencer par peut-être les plus parlantes avant d'aller vers certaines autres que vous aviez anticipées en partie la dernière fois. On a parlé de la première, qui consiste à dire, qui est mentionné par Bertrand Russell, qui consiste à dire, le nominaliste de la ressemblance, il nous dit qu'il veut se débarrasser des propriétés, les réduire à des classes de choses, mais il fait appel à une relation qui est la ressemblance. Or, la ressemblance, c'est une propriété, c'est juste une propriété qui relie deux choses, plutôt que par opposition à une propriété monadique. Être rouge, c'est une propriété monadique, ressembler à Julie, c'est une propriété qu'on appelle dyadique ou une relation. Donc, Russell dit, tu as perdu le nominaliste de la ressemblance parce que finalement tu fais appel à une propriété qui est la ressemblance et tu ne peux pas éviter de t'appuyer dessus. Bien, ça c'est l'objection de Russell qui a une certaine influence. Est-ce que vous vous souvenez la réponse à l'objection de Russell? Comment est-ce que le nominaliste de la ressemblance, Gonzalo Rodrigues Pereira et d'autres, en l'occurrence, répondent à cette objection-là? C'est parti déjà. Donc, est-ce que l'objection elle est claire pour chacun d'entre vous, pour commencer? Vous voyez le problème. On veut éliminer toutes les propriétés ou les réduire. On dit c'est facile, il n'y a que des choses qui se ressemblent. Ah, dit Russell, qui se ressemblent. Mais se ressembler, c'est quoi si ce n'est pas une propriété? Ce n'est pas une chose, se ressembler. C'est une relation. Vous ne pouvez pas regarder la ressemblance, vous ne pouvez pas porter la ressemblance dans votre main. Donc, c'est typiquement le genre de choses que les nominalistes cherchent à éliminer de leur image du monde. Lucie. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas mal. Vous allez dans la bonne direction. L'idée fondamentale ici, c'est cette distinction entre ce qu'on appelle les relations internes et les relations externes. Vous avez des relations, comme le fait que je sois à 3 mètres de Martin, qui est une relation externe. Pourquoi c'est une relation externe? Parce que, étant donné que Martin est ce qu'il est, et étant donné que je suis ce que je suis, on pourrait ne pas être à 3 mètres l'un de l'autre. Je peux la changer, cette relation. Je fais ça, on n'est plus à 3 mètres, on est à 3 mètres 50. D'accord? Donc la relation entre nous, c'est une relation externe dans le sens où elle est contingente, elle pourrait être autrement. D'accord? Maintenant, il y a des relations entre Martin et moi qui sont ce qu'on appelle des relations internes. Le fait que je sois plus âgé que Martin,
connais pas votre âge, Martin, mais je pense que c'est le cas. Le fait que je sois plus âgé que Martin, ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait changer, malheureusement pour moi. Heureusement pour vous. C'est quelque chose qui est défini par la manière dont on est l'un et l'autre. D'accord ? Intrinsèquement, étant donné ce qu'est Martin, et intrinsèquement, étant donné ce que je suis, j'ai quelques dizaines d'années de plus que Martin. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation interne. D'accord ? C'est la première distinction que vous devez avoir en tête pour comprendre la réponse à cette objection de Russell. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? Une relation interne, c'est une relation qui est telle qu'une fois que vous avez les termes, et que les termes sont définis, forcément la relation est là. Prenez juste, j'arrive tout de suite Giacomo, prenez juste les nombres, c'est pareil, vous prenez le nombre 3, vous prenez le nombre 4, forcément 3 est inférieur à 4. Okay. Ça c'est le propre d'une relation interne. Giacomo. Alors la symétrie, ça pourrait être une relation interne. Alors la symétrie, c'est pas vraiment une relation, c'est une propriété d'une relation, la symétrie. D'accord ? Quand on dit qu'une relation, enfin si vous parlez d'une relation symétrique, hein, asymétrique. Pareil, asymétrique ou symétrique, ce sont des propriétés des relations. Il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis ici. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'on les comprend en logique, ou quand on a parlé de symétrie ou d'asymétrie ici. Vous avez différents types de relations. Certaines sont asymétriques. Être plus grand que, c'est complètement asymétrique. Si A est plus grand que B, B n'est pas plus grand que A. Certaines sont non symétriques, c'est-à-dire qu'elles sont parfois symétriques, parfois pas. Être amoureux d'eux, parfois c'est symétrique quand tout va bien, quand ça va pas, c'est pas symétrique. A aime B, mais B aime pas. Puis vous avez des relations qui sont toujours symétriques, ou symétriques autrement dit. Vous avez comme être à 2 mètres de vous. D'accord ? Donc vous voyez que là on parle des relations, puis on distingue des catégories de relations. Donc on parle des propriétés des relations. Là, ce dont je vous parle ici, la distinction entre les relations internes et externes, c'est aussi une relation entre des propriétés des relations, mais un autre type de propriété des relations. On ne s'intéresse pas aux propriétés logiques des relations, mais on s'intéresse à quelles conditions est-ce qu'elles existent ou pas. Okay. Si vous avez créé Martin et que vous m'avez créé, vous n'avez pas encore créé la relation de distance entre nous. Il faut encore nous mettre à un certain endroit, si vous êtes Dieu. Tandis que si vous avez créé Martin et que vous m'avez créé moi, ben forcément vous avez créé le fait que je sois plus vieux que Martin. D'accord ? Ça, c'est la différence entre relation interne et relation externe. Est-ce que j'ai compris votre question, ou est-ce que vous voulez dire autre chose ? Non, oui, je comprends. Ça va ? Juste pour tirer une objection comme ça, Lazare, la distance précise, c'est contingent. Et du coup, le fait que vous étiez en distance chez Martin, ouais, c'est nécessaire. Alors le fait que vous juxtaposez pas. Ah, le fait qu'il y ait une certaine distance entre nous. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle une propriété déterminable. C'est comme avoir une couleur, il y a une certaine distance, ou avoir une certaine taille. Peut-être que c'est nécessaire pour certaines catégories d'objets d'entrer dans cette propriété déterminable-là, d'avoir une certaine distance entre eux. Cela dit, c'est une question de savoir si les objets ne peuvent pas se compénétrer. Et en vertu de quoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se compénétrer ? Quel type d'impossibilité c'est ? Donc peut-être que la relation déterminable, avoir une certaine distance, est une relation interne dans ce sens-là. On peut laisser ça ouvert ici. Hein. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre la relation, cette catégorie de relations qui sont les relations internes. Vous avez les termes, forcément vous avez la relation. Okay. Donc ça, c'est ce sur quoi ce vers quoi vous vous dirigez, Lucie, quand vous parlez de propriétés intrinsèques. Quand on parle de relations internes, c'est des relations qui sont forcément possédées par les termes de cette relation. Alors, à quoi cette relation nous sert maintenant pour répondre à Russell ? Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on répond à Russell sur la base de cette distinction maintenant ? Russell qui dit au nominaliste « Ah, tu acceptes une relation, tu acceptes un universel, la ressemblance », que va dire en réponse le nominaliste ? Oui. Si la ressemblance est une relation interne, alors on n'a pas besoin de rajouter une relation au monde. Très bien. Si les deux choses existent, là, elles existent forcément. Exactement. Avec cet outil des relations internes, le nominaliste va dire oui, c'est vrai que la ressemblance c'est une relation, mais c'est pas un élément en plus dans le monde. D'accord ? C'est pas quelque chose, c'est pas comme la distance entre Martin et moi, quelque chose qu'il faut ajouter au monde. C'est pas une nouvelle brique de la réalité. C'est quelque chose qui suit naturellement, qui est impliqué forcément par ce qui existe. D'où la métaphore qui est utilisée souvent par les nominalistes, enfin par beaucoup de philosophes pour mettre le doigt là-dessus, à laquelle je faisais allusion précédemment en comparant Giacomo à Dieu.
parce qu'il était un peu fâché que je voulu le mettre en dehors de la boîte de nuit, donc je me suis dit qu'il fallait que je donne un exemple un peu plus favorable. Donc aujourd'hui, c'est Dieu, Giacomo. On ne dit plus de mal de lui. Donc quand Giacomo crée le monde, et qui crée le nombre 2 et qui crée ensuite le nombre 3, il n'a rien besoin de créer de plus pour que 3 soit plus grand que 2. D'accord ? Ça vient tout de suite. Une fois qu'on a créé 3, une fois qu'on a créé 2, il y a une relation d'ordre entre eux. Et bien, de la même façon, pour la ressemblance, disent les nominalistes de la ressemblance, une fois que Giacomo m'a créé, et une fois qu'il a créé Martin, il a créé un certain degré de ressemblance entre nous. D'accord ? On se ressemble à un certain degré, peut-être plus que je ne ressemble à un éléphant, j'espère. Donc il y a des degrés de ressemblance entre Martin et moi, et vous créez ces relations de ressemblance juste en ayant créé les termes de la relation en question. D'accord ? Donc, dit le nominaliste, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de créer, Giacomo, une fois qu'il nous a créé nous, il n'a pas besoin de créer en plus la ressemblance. Ce n'est pas un nouvel élément dans la réalité, la ressemblance. Donc oui, c'est une relation, mais c'est une relation qui n'existe pas. C'est une relation interne qui n'est pas une nouvelle brique dans la réalité ou une nouvelle forme de ciment dans la réalité. Est-ce que c'est clair maintenant, la réponse du nominaliste à l'objection de Russell, qui est aussi une objection de Husserl par ailleurs. Donc, souvenez-vous bien cette distinction relation interne, relation externe, parce qu'elle est souvent utilisée, vous la rencontrez souvent dans la littérature. Oui. C'est quand même obligé d'exister la ressemblance, parce que par exemple, quand on faisait les classes, on n'est pas en train de les classer par plus petit, plus grand, on les classe vraiment parce qu'ils se ressemblent. Ouais. Donc on a besoin quand même de ce terme, de cette relation. Vous avez raison, il y a un peu une instabilité dans la position en disant ça existe, mais ce n'est pas une nouvelle entité. C'est rien de plus, ça suit naturellement. Ça, c'est ce qui arrive toujours quand on fait appel à cette relation de survenance. Alors, je ne vais pas élaborer ici sur la survenance, mais c'est cette idée que quand vous avez, on dit ça souvent pour les phénomènes mentaux, on dit pardon, je ne vais pas vous parler de survenance, ça va embrouiller pour rien. Donc, c'est bien, ça existe, mais c'est ce qu'on appelle une propriété formelle. D'accord ? C'est pas un nouvel élément. Et en fait, on a déjà rencontré des propriétés comme ça. C'est souvent les propriétés qui intéressent les métaphysiciens. Je vous disais au début, quand vous vous demandez est-ce que l'identité existe, l'identité numérique, c'est bizarre de dire que c'est... Vous voyez, quand vous êtes identique à vous-même, c'est pas une propriété qu'on a envie de mettre sur le même plan que le fait que vous soyez un être humain. Ça, c'est quelque chose, c'est une vraie propriété d'être un être humain, ou avoir une certaine taille, etc. Tandis qu'être identique à soi-même, on a envie de dire, ouais, bon, une fois que Dieu vous a créé, il a fait aussi que vous étiez identique à vous-même, c'est pas une nouvelle addition d'être. Vous pouvez poser la même question sur l'existence, et on s'est intéressé à ça. Est-ce qu'on veut dire que l'existence existe ? Ben, vous vous souvenez que pour ceux qui pensent que l'existence n'est pas une propriété, oui, il y a bien des choses qui existent, mais l'existence, ce n'est pas quelque chose comme une nouvelle propriété qui vient s'ajouter à vous comme la couleur. Et bien là, c'est la même chose que disent les nominalistes de la ressemblance au sujet de la ressemblance, en disant, il y a bien quelque chose, il y a bien un fait au sujet de savoir si je ressemble à Martin et à quel degré je ressemble à Martin, si je ressemble plus à Martin qu'à un éléphant, etc. Il y a des réponses, vraies ou fausses, à ces questions-là, mais ce n'est pas comme si la ressemblance était quelque chose de nouveau là-dedans. Donc ça existe sans être rien en plus. Hein, c'est ça l'idée. Bien. Alors, je vous épargne la citation de Hume, on a vu tout ça. Alors, on commence, je passe maintenant à une seconde objection. Je crois que vous aviez anticipé la dernière fois, je ne sais plus qui avait posé cette question sur les communautés, ce qu'on appelle les communautés imparfaites. C'est une objection un peu plus technique, mais qui a fait couler pas mal d'encre. Quelle est l'objection ? L'objection, elle consiste à dire, ok, vous êtes un nominaliste de la ressemblance, vous pensez qu'à chaque fois qu'un objet est membre d'une classe de ressemblance maximale, alors cet objet a une propriété dans le langage du réaliste. Okay. Avoir une propriété, ça n'est rien d'autre qu'être membre d'une classe de ressemblance. Cependant, dit l'objection, il y a un certain nombre de cas où vous êtes membre d'une classe de ressemblance maximale et où pourtant vous n'avez pas une propriété pour cette raison-là. L'exemple, c'est l'exemple suivant. C'est un drôle d'exemple, vous allez me dire, mais je vais vous en donner un peu plus visuel peut-être après.
Supposez qu'on ait 4 objets, O1, O2, O3, O4, et puis chaque lettre majuscule ici désigne une propriété, ce que le réaliste appelle une propriété. Le nominaliste accepte de parler de propriété, il pense que c'est juste réductible à des appartenances de classe, de ressemblance. Donc, qu'est-ce que c'est que... Quelles sont les propriétés de l'objet 1? Il a 3 propriétés. Il a la propriété d'être P, d'être Q et d'être R. L'objet 2 a la propriété d'être Q, d'être R et d'être S. L'objet 3 a la propriété d'être R, d'être S et d'être T. L'objet 4, il a la propriété d'être S, d'être T et d'être P. Bien. Donc on a 3 objets. Maintenant, on se demande si ces objets forment une classe de ressemblance. Vous vous souvenez que pour former une classe de ressemblance, il faut dorénavant qu'on ressemble à chaque objet de la classe. Est-il vrai que l'objet 1 ressemble à l'objet 2? Oui, il a R en commun, il a Q en commun. Donc les deux se ressemblent, ils ont 2 propriétés en commun. L'objet 2 ressemble à l'objet 3, ils ont S en commun, ils ont R en commun. L'objet 3 ressemble à l'objet 4, mais l'objet 1 ressemble aussi à l'objet 4. Ils ont la propriété P en commun. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel de ces deux objets, n'importe quels 2 objets dans cette classe, ils auront toujours une propriété en commun. Okay. Donc, chaque objet ici est membre d'une classe de ressemblance, parce que chacun ressemble à tous les autres. De ça, le nominaliste devrait conclure, donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui correspond à ce que vous, les réalistes, appelez une propriété. Or, si vous regardez les propriétés telles qu'elles ont été définies ici, il n'y a aucune propriété qui est partagée par tous les objets. L'exemple, il a été construit comme ça. Donc, si vous prenez la propriété P, elle n'est pas partagée par O1 et par O2. Si vous prenez la propriété Q, elle n'est pas partagée par les 2 derniers objets. Si vous prenez la propriété R, elle n'est pas partagée par le dernier objet. Si vous prenez la propriété S, elle n'est pas partagée par le premier objet, etc. D'accord ? Donc vous n'avez aucune propriété qui est partagée par tous les objets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème des communautés imparfaites. Vous avez l'appartenance à une classe de ressemblance, mais il n'y a aucune propriété qui correspond à cette classe de ressemblance. D'accord ? Donc, trop de classes en un sens. Vous vous souvenez qu'on avait le problème d'avoir trop de classes par rapport au nombre de propriétés quand on avait du nominalisme immodéré. On disait n'importe quelle classe correspond à une propriété. On a utilisé la ressemblance pour restreindre les classes, mais là, même avec la restriction la plus forte, on a encore des cas où on construit des classes qui ne correspondent pas à des propriétés. Vous voyez l'idée ici ? Donc on a une classe de ressemblance, mais ça ne correspond pas à ce qu'un réaliste appellerait un universel. Aucune propriété n'est partagée par tous les objets. Donc la conclusion de ce type d'objection-là, c'est qu'il n'est pas suffisant d'appartenir à une classe de ressemblance pour posséder une propriété. Ça, c'est la première objection qui pèse sur les épaules du nominaliste. Je vous en ai fait un autre ici. Supposez qu'on considère les 5 propriétés suivantes, être bleu, être rouge, être carré, être rond, puis avoir un contour. Et puis vous avez une autre communauté imparfaite ici. Chaque objet ressemble à chaque autre. Ces deux-là se ressemblent en vertu du fait d'être carré, ces deux-là en vertu d'être rouge, ces deux-là en vertu du fait qu'ils aient un contour, mais il n'y a pas une propriété qui est partagée par tous les objets ici. Tous ne sont pas rouges, tous ne sont pas carrés, tous n'ont pas un contour, tous ne sont pas bleus, tous ne sont pas ronds. D'accord ? Et pourtant, on satisfait la contrainte. C'est la même chose, c'est la même structure d'exemple que précédemment. Okay ? Donc, autrement dit, ça ne suffit pas d'avoir une classe de ressemblance pour que vous mettiez le doigt sur une propriété. Donc, notre espoir d'avoir exactement une classe de ressemblance par propriété est mise à mal par ce problème des communautés imparfaites. Ça va ? Ouais. Donc ça, c'est une deuxième objection importante qui a été très discutée dans la littérature et je vous présente pas ici les différentes... je pensais que j'avais mis mon... je vous présente pas ici les différentes réponses à cette objection, mais il y en a. Troisième problème pour le nominaliste de la ressemblance, qui est aussi un problème dont il est important que vous ayez entendu parler, parce que vous voyez souvent réapparaître ça dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le problème de la coextension. Cette fois-ci, c'est plus le problème qu'on ait trop de classes par rapport aux propriétés, mais qu'on ait trop de propriétés par rapport au nombre de classes de ressemblance. Okay, donc là, l'idée, c'est que le nominaliste de la ressemblance, il y a un certain type de propriété sur lequel il n'arrive pas à mettre le doigt. Quelles sont ces propriétés ? C'est ce qu'on appelle les propriétés coextensionnelles. Que sont des propriétés coextensionnelles ? C'est des propriétés distinctes, mais qui sont possédées exactement par les mêmes objets.
L'exemple canonique, c'est avoir un cœur et avoir un rein. Dans la nature, tous les êtres qui ont un cœur ont un rein, et tous les êtres qui ont un rein ont un cœur. Donc si vous voulez faire la classe qui correspond à la propriété avoir un cœur, ben, vous allez prendre Giacomo, vous allez prendre Lucie, vous allez prendre Maureen, Jessica, vous allez mettre tout ça, tout le monde dans une classe, aussi des éléphants, etc. Vous allez dire ça, c'est être membre de cette classe, c'est ça avoir un cœur. Et maintenant, si je vous dis, ben, fais-moi aussi la classe qui correspond à la propriété avoir un rein, vous allez prendre Giacomo, Lucie, Maureen et la même classe, et vous allez dire, être membre de cette classe, c'est ça avoir un rein. Et donc vous avez deux propriétés qui sont bien distinctes, avoir un cœur et avoir un rein, et pourtant, elles correspondent à la même classe de ressemblance. La classe des choses qui ont un cœur, c'est la même chose que la classe des choses qui ont un rein. Donc pour le nominaliste, vous ne pouvez pas distinguer ces deux propriétés-là, hein, alors qu'elles sont intuitivement distinctes. Donc là, l'idée, vous comprenez bien que l'idée, elle est inverse. Précédemment, on générait trop de propriétés. Ça, c'est le problème des communautés imparfaites. Le problème de la coextension, c'est, cette fois-ci, le défi pour le nominaliste, c'est qu'il n'a plus assez de classes. Parce qu'ici, il aimerait faire une distinction entre ces deux propriétés-là, et il ne peut pas les faire. Alors, est-ce que vous voyez comment le nominaliste peut se tirer d'affaire ? On accepte l'exemple, c'est-à-dire, on peut dire avoir un cœur, ce n'est pas vraiment une propriété, c'est plutôt une relation entre un organisme et une partie d'un organisme. On peut toujours jeter un doute sur ces propriétés-là. Mais ça jette juste un doute sur l'exemple, et ce qui est important, c'est la structure de l'exemple, parce qu'il peut réapparaître d'autres manières. Donc on accepte qu'il y ait ces deux propriétés-là. Est-ce que vous voyez comment le nominaliste de la ressemblance peut distinguer entre les deux propriétés ? Comment est-ce qu'il pourrait dire, non, en fait, ce n'est pas exactement les mêmes classes qui correspondent à la propriété d'avoir un cœur et à la propriété d'avoir un rein ? Pas d'idée ? Alors il y a une réponse, qui est en tout cas celle de Rodriguez Pereira, qui est la réponse suivante, qui consiste à dire, c'est vrai que ces propriétés, avoir un cœur, avoir un rein, elles sont coextensionnelles chez nous, dans notre monde. Okay. Mais on peut très bien concevoir un monde dans lequel il y a des créatures qui ont un cœur et qui n'ont pas de rein, et des créatures qui ont un rein et qui n'ont pas de cœur. Donc, ce que va faire Rodriguez Pereira en réponse à ce problème-là, c'est qu'il va dire, ben moi, dans mon nominalisme de la ressemblance, j'inclus non seulement dans les classes de ressemblance les individus ou les choses actuelles, mais aussi les choses possibles. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir la propriété d'avoir un cœur, dans cette optique-là ? C'est appartenir à la classe de ressemblance qui nous inclut chacun d'entre nous dans cette salle, plus tous les êtres qui ont des cœurs et qui ont des reins sur Terre, mais aussi qui inclut cette classe un étrange martien qui a un cœur et qui n'a pas de rein, et un étrange vénusien qui a un rein et qui n'a pas de cœur. D'accord ? Donc ça, ces deux classes, elles vont être distinctes à l'arrivée, parce que dans une des classes, vous allez avoir des individus, autrement dit dans la classe qui correspond à avoir un cœur, vous allez avoir des individus que vous ne trouverez pas dans la classe qui correspond à la propriété avoir un rein. Est-ce que vous voyez ou pas ? Hein ? Donc, l'objection de départ, c'est de dire on a deux propriétés pour une seule classe. La réponse, c'est de dire non, parce que si on inclut les objets possibles, ou les choses, ou les individus possibles dans les classes, on va pouvoir distinguer ces deux classes-là. Alors, c'est un coup, c'est que vous devez admettre des individus possibles, cette histoire-là, ce qui ne va pas de soi. Hein. Qu'on puisse parler de possibilités, ce n'est pas un problème, mais souvenez-vous quand même que le nominalisme, il a souvent un point de départ empiriste dans ses motivations. Si maintenant on peut faire des classes qui incluent des individus possibles mais qui ne sont pas actuels, c'est quand même un coût important pour l'esprit d'un certain nombre de nominalismes en tout cas, qui veulent plutôt ramener les choses à leur élément de concrétude. Ok, donc ça c'est une réponse au problème de la coextension, et juste pour voir si vous avez compris ça, est-ce que vous pouvez envisager... Comment je dois vous demander ça ? Donc supposez que vous deviez contrer cette réponse. Donc vous deviez montrer, on vous dit maintenant, vous êtes un tenant de l'objection au nominaliste, vous dites, toi le nominaliste, tu ne peux pas rendre compte des propriétés coextensionnelles,
Le nominaliste dit « Ah, mais si avec les objets possibles, j'arrive à rendre compte des propriétés coextensionnelles. » Et donc vous revenez à la charge, vous dire « Non, il y a des cas où tu ne vas pas pouvoir en rendre compte. » Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Quel genre d'exemple vous devez mettre en avant pour contrer cette stratégie du nominaliste? Oui. On ne peut pas dire que si ça n'existe pas dans notre monde, alors on doit admettre que ça n'existe pas dans aucun monde. Alors si vous dites ça, vous êtes ce qu'on appelle une actualiste, et c'est ce que sont beaucoup de philosophes en disant il n'y a pas de monde parallèle, il y a pas de, on peut pas, on parle de la possibilité des choses d'être autrement, mais c'est pas comme si on devait prendre au sérieux le fait qu'il y ait des mondes dans lesquels il y ait votre contrepartie, la contrepartie de Giacomo, etc. Il y a assez peu de philosophes qui souscrivent au possibilisme, à cette idée qu'il y a vraiment des mondes possibles. Mais quelques-uns, et pas des moindres, David Lewis, qui est un des plus métaphysiciens des plus influents du XXe siècle, et Rodriguez Pereira, eux, ils embrassent ça. Mais vous avez raison, cette thèse-là, elle est très... Donc, c'est une objection qu'on peut faire à ça, c'est dire qu'il y a un coût ontologique très fort pour résoudre ce petit problème-là, parce que ça ne semble pas être un gros problème au départ. Tout d'un coup, tu nous dis qu'il faut admettre des objets possibles. Okay. Mais supposons qu'on accorde cette réponse au nominaliste. Est-ce que vous ne voyez pas encore un problème qui reste? Est-ce que vous ne voyez pas une manière dont le problème de la coextension peut ressurgir dans ce cadre-là? Pour que le problème de la coextension ressurgisse ici, il faudrait que vous trouviez des propriétés qui sont coextensionnelles, pas simplement dans notre monde, mais dans tous les mondes, ce qu'on appelle des propriétés nécessairement coextensionnelles. Okay. Avoir un cœur, avoir un rein, c'est coextensionnel dans notre monde, mais ce n'est pas coextensionnel dans tous les mondes, parce qu'il y a des martiens qui ont un cœur et qui n'ont pas de rein. Mais est-ce que vous pouvez penser à des propriétés qui sont coextensionnelles dans tous les mondes, où tous les objets ont nécessairement les deux propriétés en question? Si on en trouvait là, on aurait bloqué le nominaliste. Un exemple qui vous vient? Avoir une forme. Alors, avoir une forme, Une couleur peut-être, la forme. avoir une corps et avoir une couleur, ça, ce seraient les deux propriétés coextensionnelles. La forme, pas forcément, puisque l'œil n'a pas de forme. Il y a pas mal de choses qui ont des formes et qui n'ont pas de couleur, comme des trous. Avoir une masse. Avoir une masse, et donc pour qu'on ait deux propriétés coextensionnelles, il nous en faut deux. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est quoi? Avoir une densité. Avoir une masse et avoir une densité. Mais comme la masse, elle est souvent définie en termes de densité de matière, on n'est pas sûr qu'on parle vraiment de propriétés différentes ici. Alors je vous donne l'exemple qui a été mis en avant. Les propriétés nécessairement coextensives par un philosophe important, qui est de dire c'est la propriété d'être une figure plane qui a trois côtés et d'être une figure plane qui a trois angles. Okay. Avoir trois côtés ou avoir trois angles. Vous voyez bien que là, c'est des propriétés mathématiques qui sont telles que forcément, si vous avez l'une, vous avez l'autre. Okay. Vous ne pouvez pas trouver une figure qui a trois côtés, qui n'a pas trois angles, et vous ne pouvez pas trouver une figure qui a trois angles et qui n'a pas trois côtés. Et vous ne pouvez pas trouver une figure de ce type non seulement dans notre monde, mais dans n'importe quel monde possible. D'accord ? Même si vous acceptez les mondes possibles, si vous acceptez qu'il y a des entités ailleurs, ça va être difficile d'imaginer qu'il y a un monde dans lequel il y a une figure qui a trois angles, mais qui n'a pas trois côtés. Donc ça, c'est l'exemple des propriétés nécessairement coextensionnelles, qui est censé être un contre-exemple à la stratégie de Rodriguez Pereira. Vous voyez pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on dit on a deux propriétés qui viennent toujours ensemble, pas simplement ici, mais toujours. Autrement dit, si vous voulez définir ces propriétés en termes d'être membre d'une classe, ces deux propriétés, elles correspondront à la même classe, non seulement dans notre monde, mais dans tous les mondes possibles. C'est comment ? Non, je pourrais imaginer un monde où il n'y a que des géométries non euclidiennes, mais du coup, ça ne résout pas le problème, puisque je peux encore saisir une géométrie euclidienne. Oui, mais je ne pense même pas qu'avec une géométrie non euclidienne, par ailleurs, vous avez une violation de cette coextensivité des deux propriétés. Vous avez une géométrie non euclidienne, ça ne va pas vraiment impliquer qu'il y ait des choses qui peuvent avoir trois angles et qui ne peuvent pas avoir trois côtés. Ah, mais je pense que oui. Ah bon ? Il y a des figures bizarres dans non euclidiennes. Alors peut-être il y a une option mathématique pour essayer de trouver ça, mais a priori, je ne sais pas si ces deux propriétés, on peut les séparer. Alors,
pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Vous voyez, c'est pour que vous compreniez la structure. L'objection en elle-même, elle est pas... comment dire? Elle est un peu technique, mais ça vous permet de comprendre le type de dialogue qu'entretiennent les réalistes et les nominalistes. Les réalistes, ils commencent par un certain nombre de propriétés qu'ils pensent avoir bien comprises. Être rouge, avoir une certaine taille, etc. Le nominaliste, il ne veut pas de ces propriétés-là. Donc il essaye de donner une et une seule classe pour chacune de ces propriétés, en remplacement, en disant « abandonne tes propriétés, je te donne une classe. Okay ». Parfois, le réaliste va dire « ah, j'ai une propriété, mais tu n'arrives pas à me donner la classe ». Ça, c'est le problème qu'on a ici avec les propriétés coextensives, d'accord? Il dit ou coextensionnelles. J'ai plus de propriétés que tu ne peux me donner de classe. C'est le premier type d'objection qu'on envisage là. Et puis, le type précédent, ça c'est le deuxième, le type précédent, le premier, communauté imparfaite. Parfois, le nominaliste va donner au réaliste une classe et le réaliste va dire « mais j'en veux pas de ta classe, ça ne correspond à aucune propriété ». Ça, c'était le problème précédent. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou est-ce que ça a été... Ça va? Ouais. Alors, une objection plus parlante, peut-être maintenant, qui a trait à la perception. Comment je l'ai présenté? Est-ce que j'ai... ça va. Donc, on a vu, une des motivations du nominaliste, elle vient de ses préoccupations empiristes. Ça ne veut pas dire que tous les nominalistes sont empiristes, mais ça veut dire que beaucoup d'entre eux viennent de cette, en tout cas historiquement, de cette source de motivation. Maintenant, un problème pour le nominaliste, c'est qu'il semble qu'on puisse percevoir des propriétés, malgré tout. Si la rougeur est une propriété, ce serait étrange de dire qu'on ne peut pas percevoir la rougeur. Okay. La question qu'on va poser maintenant, quatrième objection, c'est comment est-ce que le nominaliste peut rendre compte de la perception des propriétés. Est-ce que vous voyez un problème qui va se poser à lui? Donc vous voyez tous la rougeur du capuchon de ce stylo. Ouais, tout le monde la voit, la rougeur. Vous voyez qu'il est rouge? Ouais. Comment est-ce que vous devez paraphraser ça en un terme nominaliste? Qu'est-ce que c'est que pour le crayon, le capuchon de stylo, que d'être rouge? Vous savez ça. Qu'est-ce que c'est pour le nominaliste que d'être rouge pour le capuchon de stylo? Donc si vous êtes réaliste, vous pensez qu'être rouge, c'est une propriété qu'il y a dans le capuchon. Okay, la même propriété qu'il y a dans l'autre capuchon. Le nominaliste, il ne veut pas des propriétés. Donc qu'est-ce que c'est qu'être rouge pour le nominaliste? Ouais. Appartenir à la classe de tous les objets qui ont cette ressemblance. Très bien. Appartenir à la classe de ressemblance de tous les objets rouges, comme ça. Okay, donc, l'énorme classe qui inclut ce capuchon-là, il y a le même capuchon aujourd'hui en Australie, au Japon. Peut-être qu'on a laissé un objet rouge sur la Lune quand on y a été. Peut-être qu'il y a des objets possibles qu'il faut inclure si on accepte Rodriguez Pereira. Donc, est-ce que vous voyez l'objection poindre maintenant? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez que cet objet est rouge? Vous voyez, d'après le nominaliste? Allez-y, ouais. Une ressemblance. Ouais, allez-y. Une relation entre différents objets qui ont cette ressemblance. Oui, c'est presque ça. Vous voyez que cet objet est membre d'une énorme classe de ressemblance, qui inclut pas une infinité d'objets, mais un nombre gigantesque d'objets. D'accord ? Donc quand vous regardez la rougeur de cet objet, ce que vous voyez, c'est que cet objet ressemble à cet autre objet, mais aussi à un autre qui est caché derrière, aussi à une coccinelle qui est morte l'année dernière, etc., etc. Donc, vous voyez que quelque chose qui paraît très naïf au départ, hein, la perception de quelque chose comme la couleur, est paraphrasé maintenant en des termes qui rendent la perception des propriétés quasiment incompréhensible, parce que vous ne voyez pas une classe infinie de choses quand vous voyez la rougeur du capuchon ici. Alors ça, c'est l'objection générale. Si vous admettez qu'on perçoit non seulement des substances, mais également les propriétés des substances, leur couleur, leur forme, leur texture, leur température, alors quand vous voyez la rougeur de la coccinelle, ce que vous voyez, c'est qu'elle est membre d'une énorme classe de ressemblance. Okay. Ah ben zut, je n'ai pas à reformuler mon objection comme je voulais. Excusez-moi, je vais juste faire ça là. J'ai oublié que j'ai laissé en plan ma diapo.
Donc l'objection, elle prend la forme d'une réduction à l'absurde du nominalisme de la ressemblance, qui est la réduction à l'absurde suivante. Si vous dites être rouge pour une chose consiste dans le fait d'appartenir à une gigantesque classe de ressemblance qui inclut des objets lointains, passés, futurs, possibles, etc. Si vous dites deuxièmement qu'on ne peut pas percevoir qu'une chose appartient à une telle classe de ressemblance, alors vous devez conclure qu'on ne peut pas percevoir qu'une chose est rouge. D'accord ? Donc première prémisse, ça c'est la prémisse du nominalisme de la ressemblance. Être rouge consiste à appartenir à une grande classe de ressemblance. Deuxième prémisse, qui est une prémisse d'observation, on n'arrive pas à percevoir que quelque chose appartient à une aussi grande classe de ressemblance. Peut-être qu'on peut voir que deux choses se ressemblent, mais qu'une chose appartient à une classe qui inclut des milliards d'autres choses, ça on n'arrive pas à le voir. Donc conclusion, ça implique qu'on ne peut pas percevoir qu'une chose est rouge. Pourquoi c'est une réduction à l'absurde? Parce que si vous avez une théorie qui vous dit qu'on ne peut pas voir qu'une chose est rouge, a priori c'est mauvais pour la théorie, parce qu'il nous semble évident qu'on peut voir qu'une chose est rouge. D'accord? Est-ce que ça va pour l'objection pour tout le monde? Donc une réduction à l'absurde, c'est vous accordez un certain nombre de prémices à votre adversaire. Ici la prémisse numéro 1, ce que c'est qu'une chose d'être rouge, c'est celle qu'on accorde au nominalisme de la ressemblance, et vous montrez que sous les prémices que vous accordez à l'adversaire, on arrive à une conclusion qui n'est pas désirable. Okay? La conclusion qui n'est pas désirable, c'est qu'on ne peut pas percevoir qu'un objet est rouge. Et donc vous concluez que la thèse de l'adversaire est fausse, parce qu'elle a de mauvaises implications. C'est bon ou c'est pas bon? Ouais. Alors, percevoir des propriétés, c'est juste une petite diapo sur... Le nominalisme pourrait dire qu'on ne peut pas percevoir des propriétés, mais en réalité, si on s'intéresse à la psychologie, pas seulement à la philosophie, mais aussi à la psychologie de la perception, il y a énormément de travaux et d'études sur la perception des propriétés. Là, je vous mets juste un schéma, mais je vous l'avais déjà mis précédemment. Une des manières de faire valoir qu'on perçoit des propriétés, c'est l'étude de ce qu'on appelle les constances perceptives. Donc, dans le changement, on perçoit un certain nombre de choses qui restent les mêmes. Si vous avez votre rond qui devient violet ou rouge, je ne sais plus, comme ici, ou si il change de forme comme là, vous voyez qu'ici, la forme reste la même, tandis que vous voyez là que la couleur reste la même. D'accord ? C'est bizarre de dire qu'on ne peut pas voir ça. Donc, c'est non seulement contre-intuitif, mais il y a un grand nombre d'études qui montrent que ces constances perceptives, elles jouent un rôle important, donc on peut percevoir qu'un objet garde la même forme ou qu'un objet garde la même couleur. Okay. Alors, il y a une réponse de Rodriguez Pereira à ça, mais que je vous la laisse sur le PowerPoint, mais je pense que c'est bien si on avance. Puis je vous laisse. Vous avez vu, en haut, je vous mets, quand on saute, je vous ai mis un petit optionnel, ici, bon là on ne le voit pas bien, pour vous dire quand vous révisez que qu'on n'a pas traité ça en cours. Comme ça, vous avez sous les yeux les différentes diapos. Bien, il ne nous reste plus que 2 objections. On va en faire au moins une, et puis j'ai l'impression que vous êtes assommés aujourd'hui, donc il faut peut-être que je vous réveille à passer au nominalisme ensuite. Mais d'abord, vous allez vous réveiller avec une petite pause et un petit café bien fort. Prenez un double express. On fait une petite pause de 10 minutes. On se reprend et on reprend à 11h11. À tout de suite.